vient de clore ce colloque, phase compliquée, que je commencerai par remercier tous les intervenants de ce matin, de cet après-midi, pour la qualité des interventions, pour le travail qui a été fourni. Un quart d'heure ou 20 minutes de discours, ça vaut des heures et des heures de préparation. Donc, merci à ceux de cet après-midi, merci à ceux de ce matin. Je voudrais aussi remercier le Sénat et les gens de démocratie qui ont travaillé à ce colloque. Et ce n'était pas si facile que ça, pendu au téléphone, en train d'appeler l'un, en train d'appeler l'autre. Et le travail n'est pas terminé, puisqu'il va y avoir des actes. Et je vois, je pressens, je sais ce que va être ce travail pour obtenir des différents intervenants, eh bien, le compte rendu écrit de leur intervention, de manière à ce que ça paraisse dans les actes. Merci donc. Alors, je n'ai pas la prétention de résumer ce colloque, ce serait complètement stupide, et je le ferai beaucoup moins bien que les différents intervenants. Un point d'orgue quand même sur les relations russo-américaines concernant la BM. Elles sont complètement suspendues. On ne dit pas rompues en termes diplomatiques, on suspend. Alors elles ont été suspendues en juillet au niveau présidentiel, c'est-à-dire Obama-Poutine. Ils ont remis sine die l'un après l'autre la rencontre qu'ils devaient avoir sur ce sujet. Elles sont suspendues au niveau de l'OTAN par décret présidentiel russe rappelant, annulant les décrets présidentiels précédents qui envoyaient deux envoyés auprès de l'OTAN. Les envoyés ont été rappelés. Donc c'est fini. Maintenant, en politique comme en stratégie, il ne faut jamais dire jamais. On verra bien. L'ABM est une nouvelle arme qui apparaît maintenant. C'est une arme nouvelle, mais qui a été préparée depuis longtemps. Alors là, je partage tout à fait avec Jacques Miard et avec d'autres ma méfiance à l'égard des Américains. Ce qui me rend plus facile de leur envoyer un coup de chapeau. En effet, la guerre n'était pas terminée, que les Américains se sont mis au travail pour avoir une arme antimissile. Les Américains ont été alertés par les V2 allemands. V pour Vergeltung, représailles, vengeance. Alors ils ont été immédiatement alertés. Il y a eu quelque chose comme 2000 V2, 2-3 000 V2 envoyés, tant sur Londres que sur Anvers et sur d'autres villes. Les Américains ont été immédiatement alertés, et c'est l'US Army, en juillet 1944. Je répète, la guerre non encore terminée, la guerre contre le Japon, c'est l'US Army qui a lancé les premières recherches sur une arme antimissile. Il présageait les Américains du développement de cette nouvelle arme. Ils ne se trompaient pas. Et nous en avons à l'heure actuelle la meilleure preuve. Maintenant, le traité ABM de 1972, dont les Américains se sont retirés en 2001, ce traité de 1972 comportait en lui-même les présages du retrait, puisqu'il interdisait, ou plus exactement n'autorisait plus que 2 sites défendus à l'origine pour chacun des 2 pays, puis un seul. Mais en aucun cas la recherche n'était interdite. Alors ce serait jouer d'une hypocrisie fantastique que de croire que ce traité ABM a été embrassons-nous, Folleville, tout va très bien, et désormais vive la
garante de la paix sur sa terre, tout le monde se faisant mutuellement peur, et comme ça ira très bien. Eh bien non, ça n'irait pas très bien, puisque la recherche a été poursuivie. Alors on aboutit à deux sortes de grands systèmes, mais qui sont complémentaires. Hein. C'est l'ABM, la défense antimissile de territoire, qui n'est en possession à l'heure actuelle que des seuls Américains et des Russes pour une part, mais d'une façon moins achevée, et la défense de théâtre, qu'on peut schématiser en disant qu'elle est ponctuelle. Alors la défense américaine comprend plusieurs sites en Alaska et en Dakota du Nord. Au total, ces deux sites comprennent 126 unités de tir, que les Américains appellent des GPI, pour Ground Based Interceptor, et ils viennent d'allonger de 15 sites supplémentaires du fait de la nucléarisation avérée maintenant de la Corée du Nord. En même temps, ils ont augmenté le nombre de leurs missiles de théâtre, les patriotes. Les Japonais les secondent très activement dans cette voie. C'est une caractéristique des Américains. Leurs sites de défense du territoire ont eu des avatars, et plusieurs avatars. Même à un moment donné, le programme a été arrêté, et puis il a repris, et il reprend. Les Américains sont opiniâtres, et ils veulent poursuivre. Alors, comme il a été dit, ils défendent leurs intérêts, au risque de piétiner ceux des autres. Alors là, sans vergogne, l'oncle Sam, de ce côté-là, avec sa barbichette brandie, et d'une rectitude absolue. Hein. God save America, et les autres, vous pouvez crever si ça vous intéresse. Autrement, vous n'avez qu'à vivre, mais pas vous-même. Bon, au total, c'est une optique, le tout c'est de le savoir. Alors, la grande controverse a été faite sur la défense antimissile, est-elle complémentaire ou est-elle supplémentaire par rapport à l'arme nucléaire? Ruine-t-elle ou ne ruine-t-elle pas la décision? Alors en premier lieu, je dirais que la controverse n'a pas lieu d'être, elle est absurde. Très simplement parce que l'ABM, la défense antimissile, existe. Elle existe, et puis c'est tout, on ne la désinventera pas. On n'a jamais désinventé une arme. Il m'arrive assez souvent de rappeler qu'au deuxième concile de Latran, on a interdit, la papauté a interdit, sous peine d'excommunication, l'usage de l'arbalète comme arme démoniaque. Oui, pourquoi pas, hein. La condamnation a été tout à fait suivie des faits, puisque le roi Louis IX, Saint Louis, a fondé la charge de grand maître des arbalétriers de France. Et il avait la sainteté derrière lui. Bon, et maintenant on a fait mieux, alors on fait attention. Alors cette arme, elle existe, et c'est tout. Alors, moi je la vois beaucoup plus comme complémentaire. On est obligé, dès que l'on pense dissuasion, on est obligé de penser première frappe, deuxième frappe. Première frappe, hein, qui a l'initiative, la deuxième frappe, alors elle vient renforcer la première, ou plus exactement, elle arrive en représailles. Alors jusqu'à présent, c'est une lutte virtuelle. Personne n'a joué à ça. Sauf qu'à Hiroshima et à Nagasaki, on sait le prix de ce que vaut l'arme nucléaire qui a déjà été utilisée. Il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, l'arme,
antimissile, au mieux, amoindrit la frappe et permet, dans le cas d'une première frappe opérée, exercée en antiforce, c'est-à-dire en destruction du potentiel nucléaire adverse, elle amoindrit cette frappe et elle permet la riposte. Donc, en ce sens, et il n'y en a pas d'autre, elle renforce la dissuasion. Elle renforce ce que nous appelons dissuasion et ce que les Allemands et les Russes emploient le même vocabulaire, c'est-à-dire l'inspiration la plus forte de l'épouvante. Terme allemand, Abschreckung, terme russe, Ustraszenie. Pareil, ça se traduit de la même manière. Très difficile à traduire en français. Épouvanté au maximum. Alors cette arme, eh bien, voilà, elle existe et il n'est pas question de la nier. C'est absurde. Le général Aranoux a rappelé la question de la cohérence du système, c'est-à-dire très exactement de l'alerte précoce ou de l'alerte avancée. Et il a rappelé que cette alerte avancée, c'est le système MUSIS français, ne se retrouvait pas dans la loi de programmation. Alors là, il y a un trou, et il est béant. Alors c'est pas la peine de parler de contrôle politique ou quoi que ce soit, lorsqu'il y a un trou dans la séquence d'emploi de cette arme. C'est comme une chaîne, un maillon saute, et ben, la chaîne ne sert plus à rien. Et c'est le cas. Alors, il faut combler ce trou, et il n'y a pas d'autre moyen que de rétablir cela dans une prochaine loi de programmation ou de réformer cette loi de programmation en elle-même. J'en ai terminé. Je voudrais insister sur un point quand même encore. L'arme, l'antimissile de théâtre, fait que maintenant, avec la propagation et la prolifération des missiles à terre, en manœuvre au niveau tactique, une force quelconque qui est opposée à un pays doté de cette capacité missilière, eh bien, ce pays est rayé de la carte s'il n'a pas d'ABM, s'il n'a pas de défense. Pour parler plus simplement, au niveau tactique, on appelle ça un GTIA, un groupe tactique interarmé, chose comme 2 à 3 000 hommes. C'est l'unité de manœuvre, elle peut être blindée, à composante, etc., mais qu'importe. Si cette unité intervient sans défense ABM, c'est le massacre, c'est la boucherie. Sans la boucherie. C'est pas la peine d'avoir un GTIA si on n'a pas de quoi le défendre contre la menace des missiles. Et il en est... si cela est, on en est ramené à 1940, où l'armée française, certaines unités n'avaient strictement aucune défense antiaérienne. Elles étaient clouées au sol, et puis c'était fini. Et elles étaient massacrées. Ou elles se défendaient au coup de fusil, pensez. Alors ça, c'est extrêmement important. L'ABM, la DAMB de théâtre, est devenue une composante absolument essentielle, absolument première d'une force au sol. Et l'homme, il vit au sol. Il n'est pas poisson, il n'est pas oiseau. C'est au sol qu'il vit et c'est au sol qu'on l'enterre.
et c'est même au sol qu'il naît d'ailleurs. Cette arme, à tous les niveaux, est appelée à s'étendre. Alors, on l'a assez rappelé là, aujourd'hui, au niveau industriel, il y a tout un savoir-faire avec des retombées extrêmes. Et les retombées de la recherche en matière antimissile favorisent bien sûr la conquête spatiale et vice-versa réciproquement. Cela forme un tout. Nous voyons très bien se dessiner maintenant les contours des puissances avec leur défense antimissile. Les États-Unis, qui, je le rappelle, depuis la déclaration du président Obama, le 5 janvier de l'an dernier, ont basculé sur le Pacifique. Alors, la bascule est nette. Il n'y a plus un seul porte-avions méditerranéen. Il n'y a plus un seul char de combat américain en Europe. Tout ça est parti ou aux États-Unis ou aller renforcer les troupes américaines qui, elles, n'ont pas diminué en nombre en Asie. Bon, alors, à moins de faire preuve d'une cécité extraordinaire, cela veut dire dans quelle région du monde les Américains portent leur effort. Et bien entendu, l'ABM suit. L'ABM de théâtre, on a parlé, 28 bâtiments à Aegis avec le missile Raytheon SM-3, SM pour Standard Missile, 3e de la génération. Bon, et il va y en avoir d'autres et d'autres encore de génération. La recherche et la perfection de ce côté-là ne sont pas atteintes et ne risquent pas d'être atteintes. Je terminerai en disant, c'est une nouvelle arme. Il faut la prendre en compte en tant que nouvelle arme et ne pas gloser ou chercher midi à 14 heures. C'est une nouvelle arme qui entre dans la panoplie des systèmes d'armes qui existent sur la Terre. Des systèmes d'armes ont disparu, des systèmes d'armes sont apparus. Ceux qui ont disparu ont disparu par obsolescence. L'exemple type, c'est l'arbalète. On peut encore en trouver beaucoup plus. Et il y en a, ça commence par la fronde, et peut-être même le lance-pierre. Et d'autres apparaissent. Eh bien, l'ABM vient d'apparaître, c'est un nouveau système d'armes, et il n'a pas fini de se développer. Je vous remercie. L'avenir de démocratie, c'est un colloque le 18 janvier sur la Syrie, miroir du Proche et du Moyen-Orient, un colloque le 3 mars, ici même, au Sénat, un colloque le 3 mars sur les caractéristiques des combats futurs et la possibilité de conflits majeurs. C'est un peu ce que j'ai ouvert tout à l'heure. Il aura lieu à la salle Colbert, à l'Assemblée nationale. Et après, on verra.